Aujourd'hui, je te montre comment obtenir le plus simplement possible différentes statistiques de base intéressantes sur tes données. Je vais te montrer comment tu peux voir cette information à la volée avec la barre d'état. Je vais ensuite te présenter l'ensemble des fonctions de statistiques et mathématiques de base qui te permettent d'obtenir les mêmes informations calculées. Je te montrerai également ce qui peut faire que ces calculs ne fonctionnent pas et enfin, quelle sera la différence entre deux statistiques qui sont souvent confondues, NB et NBval? Pour ça, j'utilise une base de données somme toute restreinte, mais c'est pas très grave parce que c'est pas ça qui compte. Et toutes les données sont mises ici dans un tableau. Alors au passage, si tu ne connais pas encore les tableaux, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le sujet, parce que pour toute base de données, il faut absolument que les données soient bien mises dans un tableau. Et donc le lien apparaît en haut à droite de l'écran maintenant, et ça aura un impact notamment dans la sélection des données. Alors, tout d'abord, imaginons que je veuille obtenir quelques statistiques sur les montants qui m'ont été commandés. Alors, parce que c'est un tableau, je peux en un clic venir faire la sélection de la colonne et tu peux voir ici en bas de mon écran, dans ce qu'on appelle la barre d'état, qu'il me dit le montant moyen, le nombre de cellules non vides, c'est ça qui me dit NB non vide, et enfin, il me donne également le total des cellules que j'ai sélectionnées. Tu noteras également que dans l'infobulle qui apparaît au niveau de cette barre d'état, il te propose de copier l'information dans le presse-papier. Donc si je viens à cliquer sur ceci maintenant, voilà, il me dit que c'est bien dans le presse-papier. Et donc ça veut dire que c'est en mémoire et que je pourrais aller coller si je le souhaitais. Bon, je vais les mettre ici, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Coller, ou le raccourci CTRL-V. Attention, tu vois ici qu'il te met la valeur, il ne t'a pas mis le calcul. Donc il ne m'a pas fait une fonction ici. Et donc là où c'est dangereux évidemment, c'est que si je viens mettre à jour les commandes parce qu'un des clients a passé une nouvelle commande supplémentaire, peu importe, ceci ne sera plus valable. Mais néanmoins, cette capacité d'avoir des statistiques à la volée et de pouvoir copier-coller l'info n'importe où ça pourrait être pertinent pour toi, bah, ma foi, ça peut te permettre de gagner du temps. Alors, attention, tu n'es pas strictement limité à ce qui est indiqué ici. En effet, si tu fais un clic droit, tu vois que tu as la possibilité de personnaliser la barre d'état. Et si tu regardes ici, donc tu vois qu'il me propose de pouvoir ajouter trois statistiques distinctes. NB nombre, minimum et maximum. Et donc, je pourrais très simplement cocher ceci ici. Au passage, il en profite pour calculer et me donner les infos et on voit qu'elles sont apparues également dans ma barre d'état. Si je ne veux plus l'une ou l'autre, eh bien, je peux simplement faire marche arrière en venant décocher. Quoi qu'il en soit, je t'invite à être bien attentif aux 6 statistiques qu'on me propose ici, puisque ce sont des choses sur lesquelles je vais te montrer un peu plus tard dans cette vidéo, comment tu peux les calculer toi-même de manière dynamique. J'en profite pour t'inviter à liker et partager cette vidéo. Sache que toutes ces actions que tu fais sur mes vidéos m'aident à être de plus en plus mis en avant par YouTube. Donc merci pour cette aide précieuse que tu apportes à ma chaîne. Alors, comme je te le disais juste avant, on peut très bien avoir envie de calculer différentes statistiques. Au passage, tu vois que les 6 statistiques que je t'ai montrées avant, bah, c'est ce que je voudrais pouvoir obtenir ici dans un genre de mini tableau de bord. Mais je veux pouvoir rendre ça dynamique. Donc, c'est-à-dire que si je viens rajouter un client ou si un des montants ici est mis à jour, que les différentes statistiques se mettent à jour. Donc, c'est-à-dire que là, je vais plus pouvoir me contenter de travailler avec les informations que j'ai là au-dessus, en dessous. Je vais devoir travailler avec des formules. Alors, la plus simple et la plus accessible, c'est la somme. C'est celle que, en général, tout le monde apprend en premier. Eh bien, sache que tu n'as pas besoin de commencer à taper la fonction de somme manuellement. Tu n'as à la rigueur même pas besoin de connaître sa syntaxe. Pourquoi? Parce que dans l'onglet Accueil, tu as un raccourci. Ici, dans le groupe Édition, tu vois qu'il y a un sigma qui apparaît. Et si tu mets ta souris dessus, l'infobulle te dit que c'est pour faire une somme. Et au passage, il te dit que le raccourci, c'est la touche Alt et la touche égale que tu utilises en même temps. Si tu as l'esprit d'observation, tu remarques que ce bouton est découpé en deux parties. Tu vois en effet que j'ai une partie différente qui se met en surbrillance lorsque je me déplace. Donc c'est-à-dire que si je clique à gauche, j'obtiendrai une somme. Si je clique à droite, je vais ouvrir un menu déroulant que je te montrerai un poil plus tard dans cette même vidéo.
Lorsque je clique pour faire la somme ou si je fais le raccourci clavier, il me met déjà une formule somme toute, complète, si ce n'est qu'il essaye de lui-même de détecter de quoi je voudrais faire la somme. Alors, si j'avais eu des données numériques au-dessus par défaut, il les aurait sélectionnées. N'ayant pas de données numériques au-dessus, il essaye de voir à sa gauche. Alors, en l'occurrence, comme à gauche, il a vu un nombre, ben, il me propose de sélectionner jusque-là. Évidemment, ce n'est pas ce que je veux ici, donc pense à corriger la sélection. De nouveau, parce que je suis dans un tableau, je peux sélectionner ma colonne ici en une seule fois et donc je suis en ordre. Rappel également en ce qui concerne de l'encodage rapide, je ne vais ici pas faire Enter, mais je vais faire la tabulation pour passer à droite et donc arriver directement sur la cellule que je souhaite encoder par la suite. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite aussi à regarder ma vidéo dans laquelle je te présente comment optimiser ta manière d'encoder pour le faire de manière beaucoup plus rapide et gagner du temps aussi lors de tes encodages. Le lien apparaît également en haut à droite de cet écran. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Alors, je te disais que, en cliquant ici sur la liste déroulante à droite du sigma, je peux accéder à d'autres possibilités. Alors, il me repropose la somme, mais concrètement, si je voulais l'utiliser, soit c'est le raccourci clavier que je t'ai cité juste avant, soit bah, c'est en cliquant directement sur la partie de gauche du bouton. J'ai pas besoin d'ouvrir le menu déroulant pour ça. Par contre, tu vois que maintenant, je voudrais le montant moyen. Eh bien, ça tombe très bien. J'ai la fonction moyenne et tu observes qu'il se comporte exactement comme la somme, c'est-à-dire qu'il essaye de sélectionner une valeur numérique. Moi-même, je vais devoir corriger, mais tout le reste a été fait. Donc, il a mis le égal, il a mis le nom de la fonction, il m'a déjà mis les parenthèses. Donc, le seul élément dont je dois me tracasser lorsque j'utilise la fonction ici, c'est simplement de sélectionner les données sur lesquelles je veux obtenir cette statistique. Et donc, globalement, ce que tu peux retenir, c'est que toutes les fonctions qui apparaissent dans ce menu ont exactement le même comportement. Et donc, c'est un avantage parce qu'une fois que tu en as compris une, bah, tu en as compris cinq. Et donc, finalement, ça te permet de comprendre déjà pas mal de choses en peu de temps. Et on est bien d'accord que finalement, ces différentes statistiques sont les statistiques les plus courantes qu'on est susceptible d'utiliser sur nos données. Alors, je passe volontairement le NB pour le moment, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ici, je voudrais pouvoir voir la plus grosse commande. Eh bien, lorsque je choisis max pour maximum, de nouveau, même chose, je sélectionne. Il m'indique que le plus gros montant est celui que tu vois ici à l'écran et tu peux constater que c'est tout à fait correct. Donc forcément, tu auras compris que min fera l'inverse, c'est-à-dire il me prend le minimum. Alors, un petit mot quand même ici sur le minimum. Au passage, je vais changer son format. Il me met 8 189 €. On est bien d'accord qu'il ne me met ceci que parce que pour le client 7 qui n'a pas passé de commande, on a laissé la cellule vide. Si je venais à encoder 0, eh bien, à ce moment-là, évidemment, le plus petit montant sera 0 et au passage, tu auras noté que le montant moyen a changé également. Donc attention, entre 0 et vide, il y a une différence majeure au niveau des statistiques que tu vas en faire. Donc sois bien attentif lors de tes encodages pour éviter les erreurs. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de calculer deux choses distinctes. D'une part, le nombre de commandes et d'autre part, le nombre de clients. Et donc, je vais devoir compter des choses distinctes. Or, dans mon menu de somme automatique, puisque c'est le petit nom qu'on lui donne, tu vois que j'ai ici une fonction qui peut te paraître mystérieuse, c'est la fonction NB. Alors, je me rends compte à chaque formation que je donne que les utilisateurs rencontrent des difficultés avec cette fonction. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'elle fait. Alors, en l'occurrence ici, la fonction NB peut te faire penser au mot nombre. Et effectivement, c'est une fonction qui va te permettre de compter et donc d'avoir un nombre. Mais il faut être un petit peu plus précis. Ça te permet de compter le nombre de nombres. Et donc, tout ce qui a une valeur numérique, eh bien, tu vas pouvoir le compter avec ceci.
Alors, en l'occurrence, lorsque je vais me mettre ici dans le nombre de commandes et que je choisis la fonction NB, tu vas voir que je vais pouvoir sélectionner la colonne ici qui contient des nombres et il va pouvoir me les compter très simplement comme ceci. Alors, au passage, information importante quand même, si ce n'est pas clair pour toi, avec cette fonction NB, tu peux également compter des dates. Pourquoi? Parce que les dates sont des nombres. Alors, si cette information n'est pas claire pour toi, je te renvoie également sur ma vidéo sur les types de données, dont le lien apparaît maintenant en haut à droite de cet écran, pour pouvoir éclairer ce point spécifique et tu y trouveras d'ailleurs d'autres informations qui seront utiles un peu plus loin dans la présente vidéo. Alors, si tu as bien suivi ce que je viens de te dire sur NB, tu comprendras assez facilement que, évidemment, je ne vais pas pouvoir utiliser NB pour compter le nombre de clients, tout simplement parce qu'ici, j'ai du texte et que la fonction NB ne peut pas compter de texte. Alors, quelle fonction faut-il utiliser? Tu vois que malheureusement, je n'ai pas ce qu'il me faut ici, mais pourtant, souviens-toi, si je sélectionne ceci maintenant, dans mes statistiques ici en dessous, dans la barre d'état, il me proposait NB de non vide, et donc tu vois qu'il y a moyen de compter aussi du texte. Eh bien, l'équivalent de ce NB de non vide, c'est la fonction qui s'appelle NBval. Alors, je vais d'abord te montrer la méthode pirate pour pouvoir l'encoder, et puis je te montrerai comment faire ça proprement. Mais NB et NBval ayant la même syntaxe, eh bien, au pire, quand tu as NB, si tu rajoutes simplement VAL derrière et que tu valides, ben, tu vois que ça te fait un NBval tout à fait correct. Le calcul a pu être effectué. Alors, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique ni commun de faire ça comme ça. Mais bon, si tu y trouves un avantage, ma foi, pourquoi pas. Ceci dit, la manière propre de le faire, c'est de simplement commencer à taper toi-même. Alors, le égal, tu commences à taper NBval, tu peux observer lorsque tu arrives à NBV qu'il te propose et présélectionne déjà la fonction. Alors attention, là le grand risque, et c'est une erreur que je vois régulièrement aussi en formation, ce serait de dire ah oui, c'est bien ça que je veux, donc je fais Enter pour qu'il me valide le choix de NBval. Attention, Enter va valider la formule telle qu'elle apparaît dans ta barre de formule. Ça veut donc dire que tu lui diras égal NBV, et égal NBV, ça ne veut rien dire. Donc, la manière de valider le choix de NBval pour ne pas devoir continuer à tout taper manuellement, c'est soit de venir faire un double clic, soit de faire la tabulation au clavier. Moi, je vais faire par double clic. Tu vois qu'il a terminé d'écrire le nom de la fonction. Le fait que j'avais commencé à l'écrire en minuscule d'ailleurs, ce n'est pas grave. De lui-même, il va tout transformer en majuscule. Il m'ouvre déjà la parenthèse. Et donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est de faire ma sélection et de fermer la parenthèse. Une fois que je valide, donc tu vois que j'ai le bon résultat. Alors au passage, je remarque qu'on me fait très régulièrement également en formation, ce sont des personnes qui sont allées un peu trop vite et qui me disent: «Bah tiens, Jean-Michel, c'est bizarre parce que tu m'as dit que je devais fermer, la parenthèse. Or moi, je ne l'ai pas fermée et j'ai quand même obtenu un résultat». Alors effectivement, tu vois ici que je viens d'effacer la parenthèse fermante dans la formule, je vais valider et tu vois que le calcul s'est quand même effectué. Si je reviens, tu peux observer que la parenthèse fermante apparaît quand même. Donc ce qui s'est passé, c'est que Excel a rajouté cette parenthèse fermante quand j'ai validé. Eh bien, je vais te dire que ce n'est pas une bonne habitude de compter sur Excel pour faire cette opération à ta place. Je dirais que globalement, quand on apprend à l'ouvrir, il faut apprendre à la fermer, et je parle toujours bien de fonction Excel. Que se passe-t-il? Enfin, ou pourquoi en tout cas, je te déconseille de, ne pas fermer la parenthèse toi-même? Simplement parce que, Excel peut le faire ici dans une fonction très simple, avec une seule parenthèse ouvrante, donc forcément il comprend bien que la parenthèse qui ferme, c'est à la fin que ça va venir. Mais dès que tu vas commencer à faire des choses un peu plus compliquées, en imbriquant des fonctions, donc imbriquer des fonctions, c'est mettre une fonction l'une dans l'autre, eh bien à ce moment-là, il faudra que tu puisses fermer la parenthèse au bon endroit et là, Excel ne sera pas forcément en mesure de le faire à ta place. Et donc ça veut dire que si tu n'as pas pris l'habitude, dès les fonctions les plus simples,
simple de bien fermer ta parenthèse au moment adéquat, eh bien, vraisemblablement, tu n'auras pas cette habitude non plus lorsque tu feras des fonctions plus complexes, et donc ça te générera des erreurs, ça fera beaucoup de chipotage, bref, ça te fera perdre beaucoup de temps. Et donc, même si c'est quelque part une sorte de raccourci qu'Excel nous propose en fermant la parenthèse à notre place sur des fonctions simples, je te déconseille de l'utiliser. Je voudrais maintenant être plus précis sur la différence entre NB et NBval. Bien souvent, les personnes me disent, oui, NB, ça compte les nombres, NBval, ça compte les textes. Attention, ceci, c'est un raccourci. Pour être très précis, NBval compte toutes les cellules non vides. Donc, c'est-à-dire que NBval va aussi pouvoir compter du texte et va aussi pouvoir compter des valeurs logiques. Et donc, de nouveau, si tu ne sais pas ce que sont les valeurs logiques, je t'invite à revoir le lien que j'ai déjà donné tout à l'heure pour voir la vidéo sur les types de données, puisque j'explique ça en détail là-dedans. Mais donc, attention à ne pas faire de raccourcis dangereux au niveau de la fonction NBval, parce que ça pourrait potentiellement t'amener à obtenir de mauvaises statistiques si tu ne l'appliques pas correctement. Dernier chapitre de cette vidéo sur lequel je souhaite attirer ton attention parce que c'est finalement une erreur de manipulation que je vois très très fréquemment dans les formations que je donne, pour ne pas dire à chaque fois quand je donne une formation sur les bases d'Excel. C'est une opération qui va potentiellement te frustrer et te faire perdre du temps, et qui peut aussi expliquer, indépendamment de la situation dans laquelle je vais l'appliquer ici, des situations qui te gênent potentiellement au quotidien. Alors, je vais revenir ici. Imaginons que je voudrais faire la somme. Je vois très régulièrement des personnes qui tapent le égal et puis qui veulent venir cliquer ici sur somme automatique. Et tu vois que ça n'a rien fait. Alors, je vais te remontrer ça en détail pour te l'expliquer et que tu vois précisément ce qu'il se passe. Donc, je vais effacer ceci. Quand je tape égal, regarde bien au niveau du ruban ce qu'il se passe. Le ruban devient grisé. Et donc, de nouveau, si tu interprètes ça de manière adéquate, tu comprendras que, en fait, Excel ne me permet pas d'aller effectuer quelque chose dans le ruban. Et donc, quand je clique sur somme, il ne va pas me faire la somme. Mais la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va interrompre le fait que je sois en train de taper. Donc, tu verras, j'ai le curseur qui est en train de clignoter ici à côté du égal. Il n'y sera plus. Il considérera simplement que j'ai tapé égal dans la cellule et le ruban sera de nouveau actif. Tu vois, comme j'ai pu le dire, le ruban est de nouveau actif et je ne suis plus en train d'écrire dans la cellule. Donc ça veut dire que c'est un peu du chipotage. Alors pourquoi ce n'est pas intéressant de le faire, en plus de la raison que je viens de montrer, c'est que de toute façon le égal sera quand même indiqué automatiquement quand tu vas écrire sur somme. Alors, au-delà de ça, ce que tu peux retenir, c'est que Excel ne peut faire qu'une seule chose en même temps. Et c'est là que bien souvent, dans mes groupes, quand il y a des femmes un peu taquines, elles me disent, bah écoute Jean-Michel, Excel est donc un homme. Alors plus sérieusement, autre exemple dans lequel tu as peut-être déjà été confronté à ce problème, imaginons que tu commences à écrire dans une cellule, quoi que ce soit que tu écrives d'ailleurs, et puis tout d'un coup, tu as ton patron qui te sonne en disant, ah tiens, Jean-Michel, je suis en réunion, est-ce que tu peux vite aller voir telle information cruciale pour moi dans tel fichier, parce que je n'ai pas mon PC avec moi dans cette réunion. Et donc tu te dis, bah tiens, je vais aller ouvrir un autre fichier. Eh bien, si tu es en train de nouveau d'écrire et que ton ruban comme ceci est grisé, tu n'auras pas la possibilité d'ouvrir cet autre fichier tant que tu n'auras pas terminé l'action que tu es en train de faire. Donc, soit tu termines d'encoder et tu valides, soit tu annules ton encodage, par exemple ici avec la petite croix rouge, hein, tu vois, qui est mis annuler, ou de faire escape au clavier. Et si tu essayes d'ouvrir, en fait, tu vas voir que l'autre fichier ne va pas s'ouvrir. Et c'est là que j'ai déjà vu des personnes, ou déjà eu des personnes qui me disent, Jean-Michel, je comprends pas, parfois j'ai des fichiers qui veulent pas s'ouvrir, et puis j'en ai 5 qui s'ouvrent d'un coup. Eh bien oui, parce que ce qui se passe typiquement, et ça m'est déjà arrivé aussi par le passé, c'est tu te dis, ah bah tiens, je vais ouvrir le fichier dont mon boss me parle, ah, il s'ouvre pas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème avec ce fichier? Bah, pour voir, je vais aller essayer d'ouvrir un autre fichier. Je vais faire un double clic dessus. Ah, il ne s'ouvre pas non plus. Et potentiellement, tu vas essayer d'en ouvrir 3, 4, 5, peu importe, qui ne s'ouvrent pas. Et puis, in fine, une fois que tu reviendras dans Excel et que tu vas soit
annuler ton encodage, soit le valider, eh bien, il va alors réaliser ces différentes opérations qu'il a gardées en mémoire, mais qu'il ne pouvait pas faire tant que tu n'avais pas fini ton opération prioritaire. On va dire un peu que c'est comme la mémoire d'une imprimante où quelque part tu ne peux imprimer qu'un fichier à la fois et que toutes les autres instructions que tu lui donnes, bah, ça se met dans une file d'instructions, c'est un peu la même logique. Et donc, ce qui fait qu'il va t'ouvrir alors tous ces autres fichiers que tu as essayé d'ouvrir alors que tu étais encore en train de faire cette première opération. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment qui peut être excessivement gênant et je trouvais que c'était quand même intéressant de profiter de cette vidéo, pour pouvoir t'en parler. Au plus tu avanceras dans Excel, au plus tu te rendras compte que les différentes statistiques que je t'ai présentées ici reviennent en fil rouge un petit peu partout. Ce sont vraiment des opérations de base, parce qu'elles sont pas compliquées du tout à mettre en place et pourtant elles sont quand même très utiles et tu es susceptible d'en avoir régulièrement. Mais je t'invite vraiment à te concentrer dessus. En plus, finalement, ça te demande seulement un tout petit peu d'effort pour pouvoir y arriver. Donc vas-y, utilise ça aussi largement que tu le peux, car maintenant, c'est à toi de jouer.